Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où Guillaume va nous expliquer les différences entre les hommes français et les hommes russes. Bonjour Guillaume. Bonjour Diana. Je sais que tu as vécu 8 ans en Russie, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Et Guillaume il parle d'ailleurs couramment le russe et je pense que c'est une des personnes les mieux placées pour vous parler des différences entre les hommes français et les hommes russes. Alors Guillaume, parle-nous s'il te plaît, quelle différence tu as remarqué? Dans un premier temps, déjà, il y a des différences comportementales, des différences de mentalité, des différences de valeurs. Il y a énormément de différences qui sont expliquées par un certain nombre de choses. Peut-être la première chose par rapport à un Français, c'est euh, en fait le cadre de vie. Grandir en Russie, c'est différent que de grandir en France, à Paris, en Occident. Hein, en fait, la génération, donc ma génération, sont des gens qui sont nés fin des années 80, début des années 90. Quand on regarde dans la pyramide des âges en Russie, en fait, on voit un trou un petit peu au début des années 90. Oui, autant pour les garçons, les hommes autant que pour les femmes. Exactement. Donc en fait, c'était une période d'instabilité, mais qui a ensuite débouché sur une période de forte croissance, et qui ensuite, on a eu plusieurs crises. En fait, c'est des gens qui ont quand même grandi dans un contexte de crise à répétition, qui ont une enfance dont les parents ont un peu survécu au chaos. Je peux le confirmer en tant que femme, je le confirme aussi. Et donc en tant que homme ou femme, donc c'est des gens qui ont grandi dans un contexte qui n'a rien à voir avec celui qu'on a connu. Ouais, excuse-moi, on va faire une petite précision pour les spectateurs qui comprennent pas de quelle crise il s'agit. C'est la fin de l'Union soviétique, la chute en 1991. C'était les périodes très difficiles. Il n'y avait parfois rien à manger, pour de vrai. Il n'y avait pas suffisamment de nourriture. Soit tu manges tout le temps des patates. Pour la nourriture variée, c'est difficile. Avoir les couches, c'est difficile. Tous les produits bébés, c'est quasiment inexistant. Et les parents n'avaient pas suffisamment de temps pour s'occuper des enfants parce qu'ils devaient, comme tu l'as très bien souligné, survivre et gagner un peu d'argent. Il y avait beaucoup de gens qui ont perdu le travail, c'était une période très difficile, les années 90. Ouais, moi j'ai des amis qui m'ont raconté qu'ils n'avaient pas forcément de la viande tous les jours à la maison. Toutes les semaines Toutes même. les... et donc forcément, ce contexte-là fait qu'en fait, les gens sont de toute façon fondamentalement différents, malgré cette proximité culturelle. On est quand même pas très loin d'un point de vue géographique. Donc, faut partir de ça, de comprendre que c'est enfin, le cadre de vie n'a rien à voir avec le nôtre. Aujourd'hui encore, l'espérance de vie d'un homme euh, en France par rapport à l'espérance de vie d'un Russe, je crois qu'on est à peu près à 59 ans en Russie pour un homme, alors qu'on est à 80 ans pour un homme en France. Donc ça montre que aussi, encore aujourd'hui, c'est difficile. Ouais, excuse-moi, je vais aussi ajouter un petit commentaire. Parce que souvent, il y a un mythe très courant selon lequel en Russie, il y aurait beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est vrai et faux en même temps. Il faut regarder aussi les tranches d'âge, les pyramides démographiques. Parce que à la naissance, il y a même un peu plus de garçons qui naissent en moyenne en Russie. Et ensuite, jusqu'à l'âge environ de 35 ans, c'est la même quantité de femmes et d'hommes. Et ce n'est qu'à partir de 35 ans, vers même 40-45 ans, que il y a plus de femmes. Parce que les hommes commencent un peu à mourir à cause peut-être du travail difficile, qu'ils font moins attention à leur santé. Ouais, je pense que c'est générationnel. En tout cas, à Moscou, aujourd'hui, les générations vivent, enfin, les gens de notre génération vivent bien. D'ailleurs, concernant Moscou, j'ai regardé récemment un sondage sur l'espérance de vie à Moscou. Et à Moscou, l'espérance de vie est en moyenne 4 ans supérieure que dans d'autres villes russes. Et c'est lié au niveau d'études. Parce qu'il y a plus de personnes qui ont fait des études supérieures à Moscou que dans d'autres endroits. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on, même en Russie, on nous explique que la Moscou, c'est pas la Russie, mais comme Paris, c'est pas la France, comme New York, c'est pas les États-Unis, c'est exactement la Ouais. même chose en Russie. Et c'est pour ça que ça fait que la Russie, c'est pas que Moscou, c'est plein de grandes villes euh, qui ont qui sont différentes hein, sur plein d'aspects. Je dirais que Moscou, c'est beaucoup plus la capitale économique. Et après, dans les autres grandes villes de province, on est plus sur avec des valeurs familiales peut-être un petit peu plus fortes, dans un contexte un petit peu moins
sauvage, individualiste, capitaliste, on va dire ça comme ça, plutôt que Moscou. Donc, ensuite, l'exode rural en Russie a aussi débuté, on va dire, après les années 90, alors qu'elle a eu lieu en France bien avant. C'est-à-dire qu'à Moscou, en fait, vous avez énormément de gens qui ne sont pas moscovites. Et c'est ça qui en fait aussi un endroit incroyable. Où on Mais il rencontre... y a 11 millions d'habitants à Moscou. Ouais, alors en plus, si on prend en plus la banlieue, je crois que c'est... Enfin, la banlieue, on sait pas Non, non, trop. c'est que Moscou, Ouais, 11 millions. C'est comme à Berlin, il y en a 3 millions 400 environ. C'est la plus grande ville de l'Union européenne. Et Moscou, c'est 11 millions. ouais, non, mais c'est énorme. Et en fait, c'est notamment lié donc, à cet exode rural interne à la Russie et également à l'immigration d'Asie centrale vers Moscou. Donc, vous, en fait, en Russie, vous avez énormément Et tu peux de expliquer, gens. Guillaume, les raisons de l'exode rural? Oui, bah, en fait, c'est simple, hein, c'est que toute l'économie russe, c'est centralisé, même si c'est un État fédéral. Mais aussi, regarde, pendant l'époque soviétique, il y avait les kolkhozes et les sovkhozes. Et du coup, il y avait les gens qui devaient vivre à la campagne et qui devaient être les agriculteurs. Jusqu'à je sais pas quelles années, ils avaient même pas, l'État soviétique leur retirait leur passeport. Et pendant l'époque soviétique, la vie à la campagne était relativement prospère. Et Oui, c'est après la chute que c'était du grand n'importe quoi. ouais, alors donc voilà, donc on en revient à ces années 90 Les qui, fameuses. qui ont marqué je pense, les générations. Et encore aujourd'hui, il y a une fascination pour cette période d'instabilité avec toutes ces histoires de gangs. Vous voyez, il y a plein de films et de séries qui sont sortis sur ces sujets et qui passionnent même encore aujourd'hui les gens qui Slova lisent. Putsana. Ouais, ce genre de séries. Et c'est vrai qu'en fait, même les jeunes d'aujourd'hui sont passionnés par ça et je dirais pas s'identifier à ça parce qu'on est dans une période qui est beaucoup plus prospère et beaucoup moins violente que les années 90, mais on a quand même un peu cette culture. Donc c'est peut-être pour faire une introduction Oui, bien sûr, pour comprendre. pour comprendre. Pour comprendre. Après, en fait, si on rentre un peu dans quelque chose de plus précis, donc il y a des différences comportementales qui sont assez importantes. Je vais vous donner plusieurs exemples pour comprendre. Donc un Russe, par exemple, s'il dit quelque chose, en gros, il le dit pas juste parce qu'il évoque une idée, il Non, le c'est fait. très important, ça c'est très important. On dit mujik сказал, mujik сделал. Qu'est-ce que ça signifie, Voilà, Guillaume? ça veut dire en gros, tu l'as dit, tu le fais. Le mec a dit, le mec a fait. Et d'ailleurs, je sais que, il y a beaucoup de Français qui sortent avec des femmes russes, et les femmes russes sont très mécontentes quand on voit le comportement des Français. Si les Français peuvent raconter des histoires et ne pas les faire derrière, un homme russe, il le dit, il le fait. Ouais, c'est pour ça qu'il faut éviter de raconter un peu tout ce qui nous passe par la tête, comme on peut comme on peut ça peut arriver dans des pays plus France, Ah Italie, ouais, quand il y a etc. les joueurs de flûte, hein. Ouais, c'est-à-dire que là-bas, en fait, on dit quelque chose, les gens n'ont pas forcément réagi, mais on l'a quand même enregistré. S'ils vous ont pas dit non, c'est que c'est probablement oui. Moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Dans quelles C'est- circonstances? Non, c'était juste une fois, on était en déplacement à Samara, et je crois que j'avais dit, bon, allez, on va faire une visite du centre-ville, et en fait, personne n'avait répondu. Je me suis dit, bon, j'ai juste dit ça, et puis tout le monde s'en fiche. Et en fait, 10 minutes après, on dit, moi, donc on y va, c'est bon, t'es prêt? Enfin, et en fait, voilà, c'est tout ce qui est dit, c'est promis entre guillemets. Donc, Ouais. et ça crée du coup moins de confusion qu'en France. Et les gens, du coup, sont moins, entre guillemets, des beaux parleurs qu'en France. Et d'ailleurs, ils parlent moins qu'en France, quand même. Donc, Il faut être prudent. il faut être prudent avec ce qu'on dit, parce que c'est pris au sérieux. Donc, si on reste encore dans ces différences un petit peu comportementales, donc vous avez, en fait, les Russes sont des gens très spontanés, euh, alors également très motivés, qui vont jusqu'au bout. En fait, la Russie, c'est un peu le pays de tous les extrêmes, hein. C'est-à-dire que les gens ne s'arrêtent pas quand ils font un truc, ils le font pour de vrai. Euh, et en fait, c'est un côté très agréable, c'est-à-dire que dès que vous avez enfin, une idée, les gens peuvent, si les gens sont d'accord, ils vous suivent, et ils vous suivent à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Ça peut être dernier moment, vous proposez un truc, c'est bon,
c'est bon, on le fait, et il n'y a pas besoin de prévenir 3 semaines à l'avance comme en Ouais. France. Je vais raconter une histoire, c'est quand encore j'habitais à Moscou et une fois avec mes amis français à l'époque, ils étaient invités à un dîner. Ces amis-là disent mais un dîner chez les Français à Moscou et ils me disent peut-être Diana tu pourrais venir avec nous et ils appellent cet ami-là chez qui était le dîner et ils disent une personne supplémentaire mais non j'ai préparé que pour genre 6 personnes, je peux pas accueillir une personne de plus alors qu'un ici il y a quelqu'un qui vient une personne de plus ah mais 10 personnes de plus bienvenue. Ah non, mais ouais, là, en Russie, il y a ce côté, en fait, on n'a pas, il y a moins on a moins peur, on va dire, de ce qui est nouveau, surtout en Russie où les gens arrivent euh, enfin, à Moscou, les gens sont ultra motivés, ultra curieux. Beaucoup de choses sont nouvelles, en fait. C'est-à-dire que dans les années 90, il n'y avait pas encore grand-chose. Dans les années 2000, ça a commencé à se développer. Et puis là aujourd'hui, c'était donc ultra ouvert et les gens en fait dès qu'on parlait de quelque chose qui venait de l'étranger recevaient cette chose avec énormément de positivité et en fait vous montraient énormément de curiosité. Alors qu'en Europe, voilà, c'est bon, on est déjà habitué à tout, on a tout, donc dès que quelqu'un vient, c'est bon, encore quelque chose de nouveau. Et on est tellement habitué en Europe à tout ce qui est nouveau qu'en fait on montre, je pense, beaucoup moins d'intérêt à tout. Et donc ça, c'est ultra agréable en fait quand vous avez, quand vous êtes en Russie, même quand vous êtes avec des Russes, même à l'étranger, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'intéressent à tout, ils vont partout, ils regardent, enfin, ils regardent tout, et ça, c'est très intéressant. Alors, Guillaume, mais quelles d'autres différences as-tu remarqué entre les hommes français et les hommes russes? Donc, ouais, une autre différence qui est marquante aussi, c'est les, les amitiés très fortes entre les Russes. Et puis en fait, une fois qu'ils sont votre ami, même si vous n'êtes pas russe, vous faites quasiment partie de leur vie, de leur famille. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi par rapport à l'Europe. En fait, moi, j'ai été accueilli par plusieurs personnes tout au long de ces 8 années en Russie. Honnêtement, j'ai été inclus comme si je faisais partie de la famille. C'est-à-dire, je n'étais pas quelqu'un de différent. Donc, j'étais invité partout. Quand j'avais besoin d'aide, on m'aidait et vice-versa. Donc, à plein de moments, en fait, j'ai été accueilli comme si, comme dans des moments en fait familiaux, dans des fêtes familiales, dans des anniversaires, où j'ai pu rencontrer de manière très simple à peu près tous les membres de la famille, quels qu'ils soient. On m'a présenté de manière très positive. On m'a invité dans énormément d'endroits, donc c'est souvent la dacha, on vous invite à la dacha. Euh, on, on- on vous invite à passer le week-end et quand vous partez, on vous supplie de pas partir parce que les gens s'habituent à vous et vous aiment bien. Donc en fait, et ça c'est au niveau des familles et des dachas, mais après vous avez même au niveau des étudiants, lorsque vous êtes dans le même groupe d'étudiants, vous vous faites des amitiés qui deviennent en fait entre guillemets vos frères. Il y a ce mot brat en russe qui dépasse largement juste le mot frère, euh, qui fait qu'en fait vous allez faire vraiment partie vous allez avoir des amis très forts avec qui vous allez sortir tout le temps, avec qui vous allez être en coloc. Moi j'ai eu plusieurs colocs avec plein de gens avec qui enfin, vous allez être invité à plein de choses et dès que vous avez une question, vous leur écrivez et inversement, ces personnes elles peuvent vous écrire à 3 heures du matin pour vous demander un truc et Il inversement, faut le faire. mais c'est en fait, et c'est parti de nulle part, quoi. C'est pas forcément des vrais, enfin des relations familiales. Moi, j'avais une personne qui parlait de son frère, en fait, juste parce qu'ils avaient grandi ensemble, mais il appelait cette personne mon frère. Il y a D'accord. aussi, il y a aussi la partie cousinade, enfin, je dirais tout ce qui est cousin, ils appellent ça dvayurovny brat. Et là aussi, vous pouvez avoir des, 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 des relations très fortes entre les gens. Et, et les amis de la famille et tout simplement les amis sont en général très bien inclus. Guillaume, j'ai remarqué que envers les femmes, les hommes russes peuvent être assez
fermé. Par exemple, c'est très mal vu si un homme dit à une femme, tu sais, j'ai des problèmes au travail, je vais très mal, je me sens triste, à la limite, je suis dépressif. Si en France, ça peut se faire, un homme peut se confier à sa compagne. En Russie, c'est rarement le cas, parce qu'on dit toujours aux garçons, depuis le plus jeune âge, tu dois être fort, tu dois jamais montrer tes faiblesses, t'es un homme fort. Est-ce que tu l'as remarqué en tant que l'homme? Ouais, donc c'est vrai envers les femmes, en fait, donc les hommes ont plusieurs obligations. Euh, donc il y a notamment l'obligation, en fait, de ne pas montrer ses émotions et de ne pas les exprimer. Donc ça veut pas dire qu'ils les expriment pas avec leurs amis hommes. Ah, avec les Euh, amis hommes, ça se passe bien. Avec les amis hommes, honnêtement, en fait, vous discutez normalement. Et puis, alors, effectivement, il y a, en France, vous allez avoir des sujets de conversation entre amis français qui vont être moins usuels avec les amis, avec les hommes, enfin, avec les Russes. Mais, euh, mais, mais il y a, en fait, quand même, ces codes où envers les femmes, en fait, effectivement, un homme ne peut jamais, enfin, ne va jamais montrer ses faiblesses. Et globalement, même dans la société en général, un homme doit montrer qu'il est au-dessus de ses émotions, qu'il est fort et qu'il est capable de supporter un certain nombre de choses qui lui sont infligées. Euh, Après, si la personne a confiance, elle va se confier, vous allez pouvoir parler de sujets, mais effectivement, les hommes ont besoin de montrer qu'ils maîtrisent la situation, que tout va bien. C'est quasiment, ils expriment quand même assez rarement euh, leurs sentiments, leurs ressentis, enfin les points effectivement, les points faibles. Je suis complètement Et là, d'accord. j'ai une autre question qui va avec. Là, tu m'as dit que les hommes doivent se montrer forts. Et aussi souvent, les hommes russes veulent se montrer dans une position de force financièrement. C'est-à-dire souvent, c'est eux qui prennent en charge les dépenses de la famille, c'est souvent eux qui invitent souvent leurs femmes, leurs compagnes. Quelle différence tu as remarqué sur ce sujet? Ah oui, non, mais alors là, c'est un sujet qui est très, qui est très vaste et qui est très intéressant, vu la différence culturelle entre les Français et les Russes. C'est-à-dire que les femmes s'attendent à ce que le Russe, à la fin, devienne peut-être le chef de famille, et donc en fait, puisse assumer un certain nombre de responsabilités. Euh, Également parce qu'en fait, une fois de plus, l'environnement en Russie euh, peut être compliqué avec des institutions qui sont pas forcément ultra, qui protègent beaucoup la famille. Donc en fait, les femmes, je pense, ont des attentes, mais limite très pragmatiques par rapport aux hommes avec qui elles sont. C'est-à-dire que le rôle de l'homme, bah, à la fin, ça va être moi j'ai eu plein d'exemples où les hommes vous racontent que ils ont construit la dacha, ils vous montrent tous les travaux en cours dans leur appartement. J'ai même des gens qui m'expliquaient qu'ils n'étaient pas partis en vacances pour garder de l'argent, pour refaire l'intérieur de la maison. Donc ça montre quand même un certain niveau d'implication, en tout cas à Pour partir accueillir du... la femme ensuite. Ah, enfin, même dans la vie commune, c'est-à-dire qu'en fait, votre rôle, c'est à la fin de faire en sorte que la maison soit un milieu confortable. Et ça, c'est complètement euh, de- dédié aux hommes. Moi, quelqu'un qui m'avait dit, ouais, moi, tous les jours, après le boulot, je vais à Leroy Merlin et j'achète un truc pour la maison. Tu sais, les hommes russes aiment bien s'occuper de leur maison, mais s'occuper, oui, bâtir, parce qu'à l'intérieur, c'est la femme qui fait Oui, à le travail. l'intérieur. Après, c'est chacun. Là-bas, c'est quand même, voilà, Mais c'est un peu comme la société française, je sais pas, des années 50, 60. C'était aussi l'homme qui pourvoit pour les besoins de la famille. Oui, tout à fait. Oui, Ensuite, la femme fait le repas parce que les hommes russes, je sais pas si tu l'as remarqué, mais moi, en tant que femme, j'ai eu des expériences avec des hommes russes, ils s'attendent souvent à ce que la femme fasse à manger. Si un homme français, lui, il peut te dire, ah, si tu veux, fais à manger, sinon je le fais. Un mec russe, il va te dire, j'ai pas mon repas, où est mon dîner? Ou j'ai même eu un copain qui me disait, ah non, je veux pas que tu travailles. Moi, je préfère que tu travailles pas, que tu sois disponible quand je suis disponible, et moi, je peux assurer ta survie. ouais, donc non, mais c'est tout à fait comme ça que ça marche. Alors C'est pas dans les malheureusement, 100% des cas, mais c'est une grande partie qui existe. c'est comme ça exactement, c'est comme ça que ça marche et
avec tous les problèmes que ça peut impliquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la société, surtout russe moscovite, change. Il y a autant de divorces en fait quasiment à Moscou et à Paris. Donc en fait, avec toutes les complications que ça peut apporter, il y a toujours ce fonctionnement où même dans une grande ville, l'homme va s'occuper non pas de la datcha, mais là ça va être de l'appartement où doit tout assumer. C'est beaucoup plus le cas dans des villes en province, mais aujourd'hui on a des situations vraiment compliquées où les hommes doivent tout assumer, mais en fait, dans une grande ville avec beaucoup de divorces, moi j'ai eu à l'inverse, il y a des femmes qui m'ont dit, mais en fait j'ai dû entretenir mon copain pendant 6 mois, donc enfin aujourd'hui Oui, ça existe, ça existe. J'ai des copines aussi. voilà, mais effectivement, au premier abord, il y a des choses, voilà, quand vous allez à un date, vous faites pas 50-50. Ouais. Et surtout, même moi, en tant que femme, quand je suis arrivée en France, et quand j'ai fait connaissance avec des hommes français, quand je vais quelque part en Russie, souvent l'homme, il te laisse pas payer. C'est-à-dire, même si tu dis je veux payer, il te dit non, et pour lui, c'est comme une insulte si une femme paye. Et c'est souvent le problème quand des hommes français rencontrent des femmes russes, et ensuite la femme russe s'attend à ce que, je sais pas, un français lui offre le café quand ils sont en train de boire un café, et le mec dit non, c'est 50-50. S'il y a une femme qui attend à ce que vous réglez ce café ou un verre, c'est juste, en Russie, ça peut être considéré comme une insulte à l'homme. Si l'homme ne peut pas offrir un café à la femme avec laquelle il a partagé ce café. Ouais, non, mais c'est clair. En fait, globalement, donc vous devez à peu près, au début en tout cas, prendre en charge 100%. Ouais. C'est pas 99, c'est 100% Avec des fleurs. des frais. Ah oui, alors les fleurs, là, ça, Les taxis. Ouais, alors ça, c'est encore, peut-être qu'on peut en parler maintenant, il y a un certain nombre de règles aussi de vie, de tous les jours qu'il faut savoir, sinon ça peut mal se passer. Donc les fleurs, en fait, vous n'allez pas à un anniversaire d'une femme sans apporter des fleurs, même si vous n'êtes pas son copain. Il y a la fête du 8 mars, une fête des femmes, donc journée de la femme. Donc en fait, là c'est marrant, Les droits de il la y a des femme. droits de la femme. Donc là en fait, tous les hommes de toute l'entreprise descendent enfin même le top management descend dans les étages et offre une fleur à chaque femme de l'entreprise. J'ai trouvé ça. On devrait faire pareil en France. Allez, le 8 C'est plutôt mars, si on regarde dans les rues, il y a partout les mecs avec des bouquets. Oui, en fait, le 8 mars, Partout, partout. il faut acheter des fleurs et les donner en gros aux femmes qu'on connaît. Donc toutes les Ouais, femmes rentrent chez toutes les elles femmes avec un qu'on connaît. bouquet Et aussi dans de le fleurs. métro. Par exemple, le métro à Moscou, le soir, il y a tous les mecs avec les bouquets de fleurs. Et moi, ouais, même quand j'étais étudiant, j'étais en Russie, je pense depuis un an, j'avais à l'accueil, je vois un courrier là, enfin, euh, débarquer avec un bouquet de fleurs, je sais pas, il devait y en avoir une cinquantaine, quoi. Et un énorme bouquet, et en fait qui était destiné à une étudiante qui avait plus une personne lambda dans la rue. Donc en fait, il y a aussi toute cette culture de la surprise, un petit peu Oui, du cadeau le côté avec romantique des hommes russes. Ouais, alors le côté romantique ou le côté... Oui, Ouais, c'est leur côté, à eux. ah ouais, ouais. Et puis, et en fait, les femmes, lors des journées d'anniversaire dans les entreprises, euh, en fait, certaines femmes reçoivent énormément de fleurs. Et donc, vous voyez au bureau, vous avez plein de fleurs qui entourent leur bureau. C'est rigolo. Et d'ailleurs, le fait intéressant, je pense que tu l'as remarqué, que les fleuristes, souvent en Russie, sont ouverts 24/7. Non, mais en fait, Les fleuristes sont ouverts la nuit. en fait, il y a des fleuristes à chaque coin de rue. Tout le monde doit tout le temps acheter des fleurs. C'est l'obligation. Je pense qu'ils refont le PIB de la Hollande avec ces traditions-là. Être un homme en Russie, c'est offrir tout le temps des fleurs. Ouais, mais après, même dans la culture, vous avez des- en Russie, vous avez enfin, les parcs sont magnifiques avec plein de fleurs partout. Ça fait aussi partie de la culture. Donc, c'est une c'est un des aspects, mais vous avez aussi, par exemple, tenir la porte. Ouais. Moi, j'ai une expérience où je me suis fait engueuler comme pas possible parce que j'avais pas tenu la porte. Donc, je venais d'arriver en Russie. C'est bon, Tenir aux femmes, hein. tenir la porte aux femmes, oui, bien sûr. Ah oui, Pas à après, tout le monde. Sinon, tu viens. Oh, bonjour les Russes, en genoux. non, mais même quand vous prenez le taxi, quoi, il faut tenir la porte. Et le menton.
Et ah oui, oui, non, mais Oui, il faut aider la femme à mettre ce manteau. surtout qu'en hiver, en fait, c'est des manteaux qui sont très lourds. Effectivement, vous avez un certain nombre de codes. Il faut aussi, je sais pas, s'occuper du transport, Ah oui, commander un taxi ou aller oui, chercher pour les la femme personnes. ou venir la chercher. Et donc, en fait, oui, effectivement, là, je pense que les femmes russes ont des attentes très élevées, mais d'un point de vue, encore une fois, pragmatique envers les hommes et culturel, et qui n'existent quasiment pas ou plus en France. C'est vrai, c'est Mais je assez trouve que les hommes russes sont aussi très pragmatiques après, hein, parce que là, pendant la période quand ils font la cour, ils sont très romantiques, ils font plein d'efforts, les fleurs, l'ouverture des portes, les manteaux, et les restaurants, tout ça. Mais après, ils s'attendent beaucoup. Par exemple, la femme fait la cuisine, la femme entretient la maison, aussi les enfants. Parce que les hommes russes, ils prennent presque pas le congé paternel. Oui, le congé paternité, bon, d'ailleurs, n'existait pas en France jusqu'à quelques années, mais n'existe pas en Russie. À l'inverse, je crois que c'est un peu un héritage de l'Union soviétique où Ouais. le congé maternel est peut-être très long. Oui, 2 ans facile. Et effectivement, c'est encore une fois, c'est un moment où l'homme doit assumer énormément de Mais tu vois, responsabilités. ça peut être aussi pour ça qu'une femme veut voir que l'homme euh, puisse assumer les dépenses de la famille, parce que si la femme doit partir pendant 2 ans s'occuper du bébé, elle travaille moins, elle gagne moins, elle a besoin de voir que le mec puisse assumer le rôle du père de famille. Parce Mm. que ensuite, il y a les allocations sont pas très importantes. Et dans la société russe, notamment chez les femmes, c'est assez mal vu d'envoyer son enfant rapidement à la crèche. Ici, on comprend pas comment on peut en France envoyer l'enfant au bout de 3 mois à la crèche. On pense que c'est Non, de la torture du bébé. non, mais c'est pour ça que les hommes russes, en fait, enfin, l'engagement dans les couples se font, on va dire, quasiment au moment du mariage, quoi. Les relations qui durent 10 ans sans mariage et sans déboucher sur quelque chose de concret, enfin, je pense que c'est beaucoup plus rare en Russie. C'est-à-dire que vous allez sur un projet, mais à partir du moment où vous êtes juste le copain, en fait, s'il n'y a pas quelque chose de concret, c'est à la fin, chacun fait sa vie et il n'y a pas de. Si l'obligation une relation sérieuse, c'est une obligation où vraiment les responsabilités, on va dire, matérielles sont respectées. C'est beaucoup moins sentimental, je pense, ou en tout cas, ça l'est différemment qu'en France. Oui, ça peut exister que les gens réfléchissent au fonctionnement aussi. Bah, non, mais comme tu le dis, C'est pas que le matériel. non, Parce que, en fait, j'ai même des copines qui gagnent très bien leur vie, mais pour elles, c'est important que le mec invite au premier rendez-vous. J'ai beaucoup de copines comme ça. En Russie, en France aussi d'ailleurs. oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que C'est la confrontation ici. Ça devient chaud. Allez, Guillaume. Qu'est-ce que non, tu vas répondre à ça? moi, ce que je pense, c'est que en Russie, en fait, une relation implique beaucoup plus de responsabilités. Oui, je suis d'accord avec toi de Et, chaque côté. et les hommes russes sont, je pense, un petit peu moins pressés d'être en relation que les hommes français, parce qu'ils savent qu'une relation, ça va impliquer un Peut-être, je certain suis nombre de d'accord. responsabilités. Et d'ailleurs, je veux aussi ajouter une remarque de femme. Là, par exemple, au fait qu'il faut commander à la femme un taxi si vous allez au rendez-vous avec elle, ou qu'il faut venir la chercher en voiture. C'est aussi parce que les femmes russes, quand elles vont à un rendez-vous galant, elles vont se préparer. Elles vont avoir une coiffure qui est très belle, hein. Elles vont se faire un brushing, elles vont se maquiller, elles vont mettre une très belle tenue, elles vont mettre des talons. C'est aussi pour ça, parce que la femme, en fait, derrière, elle se prépare pendant, je sais pas, 1 heure et demie pour que le mec soit content parce qu'elle est belle. Oui, alors ça, c'est impressionnant. Enfin, même quand vous allez au brunch je sais pas, à 9 heures du matin dans un resto à Moscou, vous avez des femmes qui sont habillées comme si elles allaient Mais tu vois, comme si elles sortaient Et en fait, c'est vrai les femmes russes, je pense, ne sortent pas de chez elles si elles sont pas apprêtées, ce qui est moins le cas, enfin, ce qui est pas le cas en France. Et ça, effectivement, c'est peut-être un niveau d'exigence qui est aussi en lien avec ce que les hommes attendent, et donc qui doit être à un moment donné. J'ai compris récemment combien coûtaient
toutes les crèmes de beauté et les procédures de beauté. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Mais tu vois, c'est un ça gros doit être budget pour les financé. femmes. J'ai beaucoup de copines qui disent, je dépense autant, je sais pas, pour me faire tous les mois des soins pour les cheveux, des soins pour la peau, que le mec peut m'inviter à un café ou à un dîner. Parce que les femmes, tu vois, c'est ça, parce que je trouve que les femmes russes sont exigeantes pour face financièrement parce qu'elles font Ouais. plein de trucs pour rester belles. Alors c'est vrai, mais alors, si ça reste dans je dirais dans le rationnel, Non, je suis oui, bien d'accord. sûr, il y a des cas pas rationnels. Mais en fait, la Russie, c'est un peu le pays aussi de tous les extrêmes. Moi, j'ai vu des cas en tout cas pour des Français, paraissent complètement surnaturels. Il y a effectivement des femmes qui se font offrir, je sais pas, des appartements, des voitures. Mais ça, ce sont plutôt les escortes, hein. Ouais, Parce que ouais, on peut probablement. le dire aussi qu'en Russie, il y a plus d'escortes qu'en France. Probablement. Ça Oui, existe. oui. Même j'ai connu une fille, je l'ai rencontrée en vacances, elle était une escorte. Elle n'a jamais travaillé. Elle vivait parce qu'il avait un amant qui était marié, très riche, et il l'entretenait pendant, je sais pas, une Mais, dizaine d'années. mais je pense que c'est un cas. Mais ça existe aussi en France. Ouais, mais c'est intéressant quand même parce que je pense que c'est plus répandu en Russie. Donc du coup, C'est ça veut plus dire que répandu, je suis d'accord, c'est plus répandu. ça correspond à Mais une c'est pas dans certaine les mentalité. 100% des cas. Non, non. Parce que parmi mes copines, par exemple, j'ai des copines qui disent, s'attendent à ce que le mec soit le pourvoyeur de la famille, d'autres copines qui travaillent plus que leur mari, qui ramènent plus de fric à la maison. Là, la société évolue. Mais il faut être prêt, je pense, à inviter au premier date, si jamais vous le faites. Guillaume, et j'ai encore une question par rapport aux hommes russes et aux enfants. Parce que si la femme reste avec l'enfant pour son congé pendant 2 ans, à s'occuper de l'enfant, à ton avis, quelle attitude des hommes russes tu as remarqué par rapport à leurs enfants? Alors, moi, j'étais Comment, quel papa ils sont? encore une fois, ouais, donc, ce sont des personnes qui sont très protectrices. Donc, les enfants sont forcément très, très, très importants. Euh, Après, c'est plus, on va dire, le rôle, entre guillemets, des femmes de s'occuper des enfants, alors que les hommes vont avoir le rôle plutôt financier. Vous allez travailler euh, pour subvenir aux besoins de votre famille et également être très protecteur envers votre enfant. Euh, donc moi, j'étais moins dans ces milieux-là, mais Mais je suis d'accord avec toi. Parce que même parmi mes copines qui ont mon âge, avec qui j'ai fait les études, là, elles commencent à avoir des enfants. Et toutes mes copines, je dis pas que c'est le cas de tous les hommes russes, mais là, les mecs s'occupent pas des enfants. C'est-à-dire, ils restent mariés, ils habitent ensemble, mais le mec dit, j'ai trop de travail, je rentre tard. Quand le bébé est petit, il s'occupe pas, parce que le mec russe, souvent, il commence à s'occuper du bébé à partir de l'âge 3-5 ans, quand le bébé peut parler, interagir. Mais quand il est petit, les hommes russes sont pas très motivés à changer les couches. Et ils disent, moi je vais assumer le côté financier, et je fais pas la partie pénible. Ça, c'est un grand désavantage, inconvénient que je trouvais. D'ailleurs, pour dire la vérité, c'est une des raisons pour lesquelles ensuite j'ai décidé de vivre en France. C'est je voulais que mon mec français s'occupe de nos futurs enfants, pour que je sois pas la seule pendant 2 ans à changer les couches. Je préfère travailler et rapporter autant à la maison au foyer, mais ensuite le côté enfant, pour moi, c'est très important. Le côté plutôt français, parce que je trouve que les Français sont de bons papas, en général. oui, non, mais je vois ce que tu veux dire et je pense que j'ai entendu parler de cas un peu extrêmes où effectivement les hommes s'intéressent à leurs enfants qu'à partir du moment où ils ont un certain âge, etc. C'est c'est- 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 c'est pas facile et notamment avec le contexte des années 90, je pense que c'est aussi une période où il y a eu beaucoup de familles un petit peu, enfin vu que c'est une période ultra instable, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément grandi dans des familles unies. Oui, ou Euh, scène. et ça a été. Et en fait, c'est encore le cas. Pour avoir été dans certaines campagnes où en fait certaines femmes reviennent. Elles ont été à Moscou, ont rencontré quelqu'un et en fait reviennent dans leur ville d'origine
pour obtenir de l'aide de leurs parents. Enfin, j'ai vu ces cas-là, donc Avec c'est les vrai que enfants c'est avec, ou... oui, avec les enfants. Et donc c'est vrai que c'est le cadre pour enfants, et effectivement, alors même si historiquement, les Russes sont quand même, je pense, très très bons en termes d'éducation des enfants. Euh, L'activité, enfin, économiquement, ça peut être un petit peu différent, et la pratique peut être un petit peu différente. Mais au-delà des enfants, sur les adolescents aussi, enfin, en termes d'éducation, moi j'avais donné des cours de mathématiques à des Russes, ils apprenaient dans l'équivalent de la classe de troisième, ce que les lycéens apprennent en classe de première, donc le niveau des études est quand même très élevé. Euh, et les enfants sont une partie quand même très importante dans la famille, dans la famille traditionnellement en Oui, Russie. oui, oui, mais tu vois, t'as bien dit, c'est l'éducation, c'est le fait que l'enfant ne manque de rien. Mais parfois, je trouve que chez les papas russes, le côté affectif par rapport à l'enfant, il peut être pas suffisamment, comment dire, exprimé. Ouais, tout à fait, ouais, je pense aussi. Ils disent, bon ben, il est éduqué, il a les meilleurs profs de mathématiques de la ville, il a tout, il est nourri. Mais derrière, est-ce qu'il faut lui parler, est-ce qu'il faut lui lire un conte le soir? Ça, c'est pas sûr. Ouais, et puis grandir en Russie, ça doit quand même pas être simple. J'imagine que pour un enfant de 6 ans, sortir dans la rue quand il fait moins 30 degrés, c'est... Le froid, ça va. Là, honnêtement, j'ai bien grandi avec le froid. Je me rendais pas très compte. Même hier, je l'ai raconté pendant le dîner que, pas hier même, pendant le dîner, j'ai raconté que quand il fait froid en Russie, il y a des stalactites qui se forment sur les toits des immeubles. Ouais, c'est hyper dangereux, ça. C'est hyper dangereux, ça s'appelle ça soulk parce que sur les toits des immeubles, ils peuvent tomber sur ta tête. Du coup, il faut marcher à côté des toits et jamais sous les immeubles. Et quand j'étais petite, je sortais jouer avec mes copines dans la cour. On prenait ces stalactites qui étaient, je sais pas, tombées par terre et on jouait au salon de beauté. C'était notre rouge à lèvres, les fards. On se maquillait avec des glaçons, on jouait comme ça. Ça va. On le ressent pas quand on est petit, on connaît pas autre chose, ça paraît normal. Ouais, puis bon, je crois qu'il y a des jardins d'enfants au milieu de chaque, Oui, oui, il y a les jardins d'enfants, de il y a chaque les aires de des jeu, immeubles. ça va. Le froid, ça va, hein. Même c'était bien, on jouait, on faisait des bonhommes de neige, il y a plein de jeux pour la neige, ça va. Les enfants, Ils ça sont va. heureux en Russie. Non, 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 pour la neige, il n'y a pas de problème, hein. Pour le manque de pères, notamment pour ma génération, les années 90, je suis née en 93, oui, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de personnes, notamment des hommes, qui sont devenus alcooliques, parce qu'ils ont perdu leur travail à cause de chute de l'Union soviétique. C'était tout le nouveau système qui était mis en place. Il y avait aussi un grand taux de personnes qui se droguaient. Ça, c'était un gros problème, et c'est pour ça qu'il y avait des gens, les mecs qui mouraient tôt, les mecs qui quittaient les familles, les divorces. Et là, on dit qu'il y avait beaucoup d'enfants, je pense que tu l'as connu, dans les années 90, qui étaient élevés par maman et la grand-mère. Oui, oui, c'est ce jeu. Oui, oui, c'est vrai, c'est le cas. J'ai beaucoup de copines qui étaient élevées par leur mère et par la grand-mère, parce que le grand-père, soit il est mort, soit il est devenu alcoolique, il est parti ailleurs. La mère, il s'est aussi divorcé, il a aussi divorcé de son mari. Et là-bas, les deux femmes se retrouvent ensemble à éduquer un enfant, à élever. Ouais, il y a un très bon film soviétique d'ailleurs à ce Ah ouais. sujet. Lequel? Le Moscou ne croit pas aux larmes. Ouais. Et donc, non, non, c'est un super film qui a été primé, je crois, à un festival à Berlin. C'est un des premiers films Ouais. soviétiques. Et c'est justement l'histoire d'une femme qui élève seule son enfant et qui devient euh, professionnellement, tout se passe bien, etc. Donc, elle s'en sort et tout se passe très bien à la fin. Et Oui, c'est c'est très une femme intéressant. forte qui a fait seule sa carrière, qui a fait les études. Et vous pouvez trouver ce film sur YouTube, c'est gratuit, c'est Moscou ne croit pas aux larmes. Il y a aussi les versions en russe, en français, un très beau film, regardez. Voilà. Et pour conclusion, je pense que tu peux être d'accord avec moi. Là, on a dit au début beaucoup de bien par rapport aux hommes russes. Il y a certains points sur lesquels ils sont en avance par rapport aux hommes français, mais il y a également des points sur lesquels les hommes français sont en avance sur les hommes russes. Je dis souvent, quand on me demande mon avis concernant les Russes et les Français, qui sont les meilleurs, les femmes y compris, je dis toujours qu'il y a partout les avantages et les inconvénients. Il faut trouver le juste milieu. Ouais, donc peut-être que si on
peux lister quelques inconvénients. Donc on a parlé de l'alcool. Ouais. Ça a changé, hein, en tout cas il y a quelques trucs qui m'ont marqué. Donc par exemple en France vous avez des after work, c'est-à-dire que les gens vont prendre un verre et après rentrent chez eux. En semaine. En semaine, voilà, en semaine. En C'est semaine. c'est le mot important, en semaine. En Russie, l'after work le jeudi, ça n'existe pas. Mercredi non plus, ni mardi. Non. Ça n'existe que le vendredi. Vous avez ce qu'ils appellent corporative. Et là, voilà, donc les gens euh, font la fête et boivent, mais alors, ils le font jusqu'au bout, quoi. Enfin, ils le font bien et C'est jusqu'au pas bout. un C'est seul pas, verre, ce sont les verres de toute la semaine qu'ils n'ont pas bu. voilà, prendre un verre, disons que c'est dans la culture française, c'est pas dans la culture russe. Après, historiquement, au niveau de l'alcool, et effectivement, dans la culture russe, il y a également ce film-là que tout le monde regarde au Nouvel An, où ils Ah, sont ironie à судьбы. Ironia Sudbe, où en fait, c'est un groupe de personnes au banya et, qui prennent une bouteille de vodka et la personne se réveille, il était à Moscou, il se réveille à Saint-Pétersbourg. Enfin, donc c'est aussi imprégné dans la culture, je dirais que c'est aussi générationnel. Aujourd'hui, à Moscou, les gens consomment les mêmes alcools qu'en Europe. Et à Moscou, dans les grandes villes, il y a beaucoup de personnes qui boivent pas du tout d'alcool. Je, Oui, alors moi, je buvais pas ouais. d'alcool avant de venir en France. J'ai commencé à boire de l'alcool quand j'ai déménagé en France. Avant, zéro alcool, même pendant les fêtes. Ouais, parce qu'on t'a proposé un verre. Allons boire un verre. Et Oui, puis... en France, c'est parce qu'on boit en semaine et on boit, hein. Parce que c'est social, c'est la vie sociale. Ouais, mais en fait, après, ça dépend aussi, je dirais, du milieu social. Moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué. J'avais été faire mes courses, donc, une fois dans enfin, les supermarchés qui s'appellent Dixie. D'accord. Ce sont les Euh, supermarchés plutôt bas de En gamme. fait, ouais, en Russie, les supermarchés sont quand même très par strate. Si vous avez En Dixie, France aussi, ouais, il en y a France. Lidl, et Lidl, c'est Dixie. Ouais, c'est Ou l'équivalent, Aldi. exactement. Aldi, c'est Dixie. Et en fait, moi, j'allais acheter deux, trois bières. Je me rappelle, je fais la queue à la caisse. Et là, il y avait une personne devant moi avec trois bouteilles de vodka et des akouskis. Moi, j'étais avec mes deux bouteilles de bière. Et là, il y a une personne derrière moi avec trois bouteilles de vodka. Et pareil, des akouskis. Et à ce moment-là, je me suis senti un petit peu, un petit peu, merde, Un petit peu seul. un petit peu seul, ouais. Mais d'ailleurs, par rapport à l'alcool, selon les études récentes et les sondages, en France, on consomme plus de litres d'alcool par personne. Et litres d'alcool, c'est pas que on boit plus de vin que de vodka, non, c'est litres d'alcool pur. Et en France, on consomme davantage. C'est notamment lié au fait qu'on peut boire quasiment toute la semaine. Un Ouais, petit verre. exactement. Et en Russie, quand tu bois tous les verres de la semaine en une seule fois, oui, tu deviens saoul, mais tu peux pas en boire à l'infini. Ouais, et il y a également d'autres différences, comme par exemple quand vous allez je sais pas, en déplacement, vous allez à l'aéroport, vous prenez une bière, vous allez En Russie, en Russie, même le matin, parfois les gens se réveillent et prennent, même si s'ils sont pas alcooliques, hein, mais c'est, le matin, en week-end. ah oui, je l'ai déjà vu, si vous êtes en Oui, mais week-end un en week-end, vacances, c'est pas ouais, le jour de la semaine. Parce qu'en non, semaine, non, d'après ce que j'ai remarqué, en Russie, on boit presque pas en semaine. non, non, pas, tu as tout à fait Ouais, raison, c'est vraiment en semaine ou en vacances, là, par contre, il n'y a pas ouais, il y a c'est la fiesta. moins de limites. Donc voilà, alors je sais pas si, donc c'est effectivement peut-être un inconvénient parce que, en tout cas pour des classes un petit peu plus populaires où il va y avoir la vodka qui Mais va... c'est de ça aussi que vient la mortalité masculine, précoce. Pourquoi ils ont moins d'espérance de vie? Parce qu'ils, oui, le week-end, parfois, surtout dans les classes sociales plus basses, ils peuvent se saouler. Ouais, et également parce que les, aussi quand les gens sortent, ils sortent beaucoup plus entre hommes et entre femmes. Ouais, Euh, ouais, ouais. et donc en fait, c'est comme, parfois vous allez en boîte de nuit, ouais, il n'y a pas d'hommes, ensuite les gens se disent c'est pas possible, il n'y a pas d'hommes dans ce pays. En fait, c'est pas ça, c'est que les hommes sont dans d'autres endroits, mais mais en fait, entre hommes. Et donc, quand vous êtes entre hommes et qu'il n'y a personne pour vous donner vos limites aussi, c'est un moment où les gens vont peut-être avoir moins de limites sur l'alcool, ce qui n'est pas forcément très positif Ouais, comme pas dans à les ce moment-là. IVG. Et ouais. Mais donc oui, il y a certains moments où
où c'est un problème. Après, c'est pas. Et également, ce qui est le problème de l'alcool, c'est qu'il dit alcool, il y a à un moment donné bagarre et comportement un petit peu particulier. Euh, Par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est en fait, en France, à Paris par exemple, je pense qu'il y a plus d'insécurité qu'à Moscou, même si à Moscou, les gens, voilà, le week-end, euh, boivent plus d'alcool. Et donc, en fait, je dirais que la bagarre là-bas n'est pas pour embêter ou Mais quelqu'un, c'est la voler quelqu'un bagarre. dans Par la rue. exemple, moi, je connais un peu le sud-ouest de la France. Et je sais que dans le sud-ouest, à la fin des soirées très arrosées, ils peuvent se faire la bagarre comme la bagarre de rugby entre les mecs. Mais ils se D'accord. bagarrent entre eux, ils sont pas dangereux pour les restes du groupe. Et je dirais qu'en Russie, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est un petit peu pareil. J'ai pas vu des bagarres complètement dégénérées. Non, non, juste les mecs, ils ont picolé, ils se font une petite bagarre. Ouais, c'est ça. Et même, j'en ai même vu après discuter Ouais, comme ouais, s'ils après, étaient. enfin, Alors bon, la bagarre, c'est dangereux, c'est pas bien. Mais, mais quand on voit des gens devenir amis après une bagarre dans un bar, c'est assez marrant. ouais. Guillaume, et pour finir, toi, après tes 8 ans de vie en Russie, quel comportement ou quel trait de caractère des hommes russes tu as adopté en tant que Français? Est-ce Ouais, qu'il y a quelque chose que tu as changé dans ton comportement de mec? oui, bien sûr, hein, vivre quelques années en Russie, ça change, ça vous change. Toutes les personnes qui ont vécu en Russie ont changé même de manière profonde dans leur personnalité. Et donc je pense que c'est être beaucoup plus indifférent et moins émotionnel, même si avec le temps, de toute façon, vous réadaptez au milieu dans lequel vous vivez. Mais je pense qu'on arrive à prendre un recul quand on rentre en France euh, par rapport à tout ce qu'on a vécu, à tout ce qu'on a vu. Et même parfois, on aimerait que certaines choses en Russie se passent en France. Et inversement, quand on est en Russie. Mais je pense que ça vous apprend à relativiser certaines situations. Euh, Par exemple, je pense qu'un événement en Russie, les choses se passent, sont assez rapidement oubliées, sont spontanées. En France, les choses sont beaucoup plus long terme. Un petit événement peut devenir quelque chose de très important, alors que les Russes vivent beaucoup plus dans le moment présent et les choses vont beaucoup plus vite et finalement se prennent moins la tête. Et je pense que c'est un petit peu ça ce qui a changé dans la façon d'être et de faire depuis mon retour de Russie. Merci beaucoup, Guillaume. Et merci bien. Et vous, si vous avez vos observations sur les différences entre les hommes français et les hommes russes, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires de cette vidéo. Et encore une fois, merci beaucoup Guillaume d'être venu, d'avoir partagé ton expérience. Merci Diana.